Un premier point très attendu. Play through towards Kyle Larin! It's Kyle Larin with the goal! Le Canada fait match nul pour sa première partie à la Coupe du Monde. He's been saying this for decades. I'm going to go to a World Cup, and one day we're going to see Canada. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour nous. Le soccer, c'est notre vie. Également ce soir, fin de session parlementaire à saveur électoraliste à l'Assemblée nationale. On a juste hâte que la campagne arrive. On a fait tout ça en 58 jours. Imaginez si on nous donne 4 ans. C'est le temps de commencer à rêver enfin à un nouveau Québec. On a été la meilleure opposition, pas seulement de la session, mais aussi des 4 dernières années. Et Mark Carney à la rencontre du président français pour préparer le sommet du G7. Nous sommes plus que des alliés. Nous faisons partie de la même famille. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons une même lecture du monde. Il est 22h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Encore ce soir, la Ville-Reine vibre au rythme de la Coupe du monde de soccer. L'équipe canadienne est d'ailleurs allée chercher un premier point avec un match nul contre la Bosnie-Herzégovine. Les partisans célèbrent encore ce soir la grande fête du soccer et on retrouve notre équipe qui est en direct de Toronto. Alors Étienne, comment ça se passe de ton côté? Beaucoup d'effervescence en ville. Ça a été tout un match, oui, égalité, mais qui avait un peu une saveur de victoire parce que c'est la première fois que le Canada perdait pas un match en Coupe du monde. Déjà, c'est beaucoup. Puis il y a des partisans qui ont regardé ce match-là. Pour vous aussi, ça a été tout un match. Comment vous l'avez trouvé? C'était un match très intéressant. La première mi-temps, on a ressenti que les joueurs, ils étaient stressés, que c'est le premier match. C'est nous, on organise la Coupe du monde. Mais dès la deuxième mi-temps, on a vu une meilleure deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'occasions. On a mieux joué, on a marqué un but. C'est ce qui est le plus important. Ça a été une égalité, mais qui a quand même une petite saveur de victoire. Hein? Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que Kyle Larin et c'est pas son nom, Ali Ahmed, ils ont eu des belles rentrées. Excusez-moi. Et ouais, Kyle Larin, il a marqué un but. Et ça, on avait l'impression que c'était presque une victoire au Canada. Ça célébrait dans les rues. On était là en train de regarder avec tout le public canadien et on a vraiment bien célébré quand ils ont marqué parce que c'est le premier point du Canada en Coupe du Monde. C'est historique. Et qu'est-ce que ça symbolise, cette Coupe du Monde-là, pour vous, justement, ici à Toronto, francophone? Ouais, dites-moi. C'est le jeu du peuple! Le jeu du peuple, oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ça ramène tout le monde ensemble, c'est de la diversité. Il y a tout le monde, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la France. Tout le monde supporte une équipe et tout le monde, si tu vois ici, tout le monde porte un maillot. Tout le monde représente, un pays. Et ensemble, on célèbre, on s'énerve, on est triste. C'est plus, c'est pas comme ils ont dit. Ouais, c'est un sens de communauté. Il faut pas oublier, la Coupe du Monde, elle est ici pour nous réunir. C'est ça le message. Merci beaucoup. Mais vous êtes génial, puis ça va être toute une Coupe du Monde à Toronto pendant 5 semaines. Ça va être ça, l'énergie. Et présentement, il y a un match qui est en cours, celui entre l'Uruguay et les États-Unis. Les États-Unis, 3-0 pour l'instant. Puis on verra comme... Paraguay, États-Unis. Merci beaucoup de me reprendre. Et donc, ça va être toute une ambiance en ville. Il va y avoir beaucoup d'effervescence dans les prochaines semaines. Puis le Canada, évidemment, il y aura ce match contre le Qatar, contre la Suisse également. On verra, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour le Canada face aux joueurs suisses. Mais en tout cas, ici, on va bien s'amuser à Toronto, ça c'est certain. Hein? On est là! 1, 2, 3, viva la Chili! Merci beaucoup. On se revoit, il y a une ambiance presque de soirée du Canadien ici. Là. À bientôt, Marie-Claude. À bientôt, Étienne. Ouais, c'est quand même beau de voir comme ça le sport aussi rassembleur. Maintenant, on va parler de politique alors que les députés de l'Assemblée nationale quittent pour l'été après une période assez mouvementée. Démission de premier ministre, arrivée d'une nouvelle première ministre, projet de loi adopté in extremis. Bref, les élus ont dressé leur bilan de fin de session, mais leur attention semble déjà rivée sur la campagne électorale qui arrive à grands pas. Lila Mouche. Cette dernière session aura été l'occasion d'adopter une dizaine de pièces législatives. Parmi celles-ci, la loi Gaby-Renaud visant à protéger les femmes contre les violences conjugales, mais aussi la loi interdisant les boissons énergisantes pour les moins de 16 ans, le programme de l'expérience québécoise réouvert pour 2 ans et dernier projet adopté sur la carte électorale. Cette fois-ci, les Québécois devront élire 127 députés aux prochaines élections au lieu de 125 initialement. On a fait tout ça en 58 jours. Imaginez
si on nous donne 4 ans. C'est donc l'heure du bilan. Et Québec solidaire se targue d'avoir été le meilleur parti de l'opposition. On a été la meilleure opposition, pas seulement de la session, mais aussi des 4 dernières années. Regardez les autres partis d'opposition. Aucun autre parti d'opposition n'a réussi à obtenir autant de gains. Arun a tenu tête à la CAQ et a forcé Simon-Jolin Barrette à abandonner son projet de constitution antidémocratique. Un bilan à saveur politique puisque c'est la dernière ligne droite avant les élections qui se dérouleront l'automne prochain. Au total, une quarantaine de députés ont déjà annoncé qu'ils ne se représenteront pas. Plusieurs défis se profilent pour les différents partis politiques. Le Parti libéral du Québec et leur nouveau chef devront se faire mieux connaître par les Québécois. Charles Milliard n'est en poste que depuis seulement 4 mois. C'est le temps de commencer à rêver enfin à un nouveau Québec. Je vais travailler tous les jours des 110, 115 jours qui restent pour gagner la confiance des Québécois. C'est difficile pour certains Québécois d'aimer quelqu'un qu'ils ne connaissent peut-être pas. Le Parti québécois, lui, veut en finir avec la continuité de la CAQ en proposant à son tour la continuité du Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a laissé entendre que les déboires du Parti libéral du Québec pouvaient être liés au crime organisé. C'est que lorsque l'UPAC enquête, c'est parce qu'on soupçonne des activités criminelles. Dans le bilan de Christine Fréchette, les défis de la scène internationale ont pris une place importante. Mais c'était aussi l'heure des comptes. Là, les 2 vieux partis tentent de diviser les Québécois puis de reprendre les chicanes référendaires. Pour Charles Milliard, seul le Parti libéral incarne le camp du non. C'est non à la protection du français. Pour Paul Saint-Pierre Plamondon, seul le Parti québécois incarne le camp du oui. Oui à un référendum alors que le 2/3 des Québécois n'en veulent pas. La première ministre Christine Fréchette n'aura pas manqué de souligner ces grands moments sur le ton de l'humour. Il y a 6 mois, on se préparait à affronter Pablo Rodriguez. Here he comes. Mais vous avez fait tout un revirement, hein? Vous avez échangé des brownies pour 1 milliard. Alors, je souhaite aussi un bel été au chef de la 3e opposition. Puis vous êtes devenu aussi vite qu'un TGV, le doyen des chefs de parti dans cette assemblée. Plusieurs événements marquants durant cette 43e législature avec le départ de François Legault qui aura offert un karaoké mythique. Tout l'or des hommes ne vaut plus rien si tu es loin de moi. Les députés doivent maintenant partir en vacances ou pas puisque les autobus de campagne s'échauffent en vue des élections le 4 octobre prochain. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Du karaoké. Maintenant, à quelques jours du sommet du G7 à Évian, en France, le président français Emmanuel Macron a accueilli son homologue canadien Mark Carney à Paris. Les 2 leaders ont fait état de leur vision commune du monde, ont fait aussi la promotion de leur rapprochement stratégique. La France et le Canada entendent continuer de renforcer leurs liens. Mark Carney a d'ailleurs annoncé un nouvel accord général sur la sécurité de l'information avec la France. Notre relation bilatérale s'inscrit dans une dynamique plus large, celle du rapprochement stratégique entre le Canada et le continent européen. Et en France, nous partageons beaucoup les mêmes valeurs et de plus en plus les mêmes intérêts, les mêmes stratégies, comme vous l'avez dit. Nous sommes plus que des alliés. Nous faisons partie de la même famille. Et on poursuit la discussion avec le membre associé de la chaire Raoul Dandurand et spécialiste de la politique internationale, Guillaume Lavoie. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Marie-Claude. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet échange entre Mark Carney et M. Macron? Bien, d'abord, rappelons que le premier voyage, quand M. Carney est devenu premier ministre, traditionnellement, un premier ministre du Canada, ça va d'abord à Washington. Cette fois-ci, il est allé d'abord à Paris et ensuite à Londres. Alors, il y a une volonté pour M. Carney de cette fameuse axe de diversification. Eh bien, ça passe par le renforcement des relations, des liens et des accords commerciaux, économiques, coopération, défense, avec des piliers ailleurs, comme la France, par exemple, les autres pays du G7. Et peut-être qu'en privé, on s'est dit, M. Carney, qui a accueilli le G7 la dernière fois, comment est-ce qu'on va faire pour gérer l'arrivée de Trump? Ben oui. Parce qu'au dernier G7, Trump est parti au milieu de la réunion ou à peu près. Alors, c'est probablement ce que se disent tous les autres membres du G7 qui doivent se dire qu'ils ont davantage l'air d'un G6 pris avec un +1 qu'un véritable groupe des 7. Là. Justement, à quel genre de G7 on peut s'attendre? Parce qu'encore une fois, ça se déroule dans un climat international très tendu.
Oui, alors là-dessus, on parlera peut-être d'intelligence artificielle, de sécurité énergétique. Ça, c'est codé pour avoir accès à du carburant qui est coincé dans le détroit d'Ormuz. Je ne m'attends pas à des grandes déclarations qui annoncent des prises de position claires, parce qu'il n'y a pas d'accord. Reprenons l'intelligence artificielle. Vous avez le pôle européen qui voudrait légiférer, encadrer une industrie nouvelle dont on soupçonne ou on craint que si elle n'est pas retenue, elle pourrait se retourner contre son créateur. Et vous avez Donald Trump qui, lui, a très clairement une politique de laisser aller le plus possible. Alors, on aura probablement des communiqués de presse assez flous, généraux, mais le fait qu'il n'y ait pas d'accord n'est pas tant un échec de cette réunion-là, mais un symptôme du fait que présentement, il n'y a pas beaucoup d'accords dans un groupe où le leader incontesté du groupe considère les 6 autres comme des adversaires stratégiques ou des gens qui devraient se soumettre à sa volonté. Et ça, c'est pas particulièrement nouveau, mais c'est maintenant c'est complètement compris parce qu'on a vu que Trump ne peut pas être amadoué uniquement que par des petits accords de surface. Et les autres membres du groupe vont probablement se dire combien de temps avant les élections de mi-mandat? Bon, il y a quand même un gros accord qui semble planer à l'horizon, peut-être plus que d'habitude, entre l'Iran et les États-Unis. Ça a quand même bougé beaucoup au cours des 24 dernières heures, même au cours des derniers jours. Alors, on en est où ce soir en ce qui concerne la guerre en Iran? Peut-être, malgré les presque 40 annonces où Donald Trump disait il y a un accord qui s'en vient, puis finalement ça tombe à l'eau, on doit rester dubitatif, mais c'est peut-être le moment depuis 100 quelques jours où on a été le plus près. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est pas l'accord comme tel, c'est de voir à quel point du côté américain, on s'assure de ne parler que des gains, mais absolument pas des concessions. Pensez-vous sérieusement que les Iraniens vont réouvrir le détroit sans rien en échange? Et le en échange sera probablement un énorme chèque. Et là, on peut se demander tout ça pour ça. Parce que si on retourne au 27 février, avant le début de tout ça, le détroit était libre et ouvert et les Iraniens n'avaient pas d'argent. Et là, on va probablement finir avec un détroit géré quelque part par peut-être l'Iran et un autre pays et envoyer un gros chèque à l'Iran. Alors, est-ce que Donald Trump va être capable d'emballer cette défaite tactique ou assez humiliante? En tout cas, dans quelque chose qui va, à tout le moins, avoir l'air d'une victoire. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne à suivre? Merci beaucoup, Guillaume Lavoie. Bon week-end. Au plaisir. Pour célébrer les 250 ans de la Déclaration d'indépendance américaine et ses 80 ans, le président américain Donald Trump organise un tournoi d'arts martiaux. Une arène a été construite sur mesure uniquement pour l'événement qui se déroulera samedi sur la pelouse de la Maison-Blanche. La facture du spectacle s'élève à 60 millions de dollars. Nombreux médecins au Québec souffrent en silence et parfois même commettent l'irréparable. Il y a plus qu'un médecin qui est plus malade que ses patients. Notre profession est à haut risque. Une enquête de Nouveau Info dès lundi sur toutes nos plateformes. Sur Nouveau et sur Crave. L'Université du Québec à Chicoutimi a accueilli le 10e Forum sur la vérité et la réconciliation. L'événement organisé par le Réseau d'Universités Canada vise à bâtir de véritables liens entre les premiers peuples et les institutions. Les participants ont aussi pu découvrir la culture Innu. Étienne Ouellette. De la fierté, c'est ce qui se dégage présentement à l'Université du Québec à Chicoutimi, alors que le 10e Forum national sur la vérité et réconciliation avec les peuples autochtones vient de se terminer à l'UQAC. J'ai pu discuter avec des intervenants aujourd'hui du milieu autochtone, mais aussi avec des gens de l'université. Et le forum est une vraie réussite, selon eux. C'était beau, les échanges, puis de voir moitié autochtone puis moitié québécois se mélanger, là, puis de travailler, de vouloir avancer ensemble. Je suis un ancien survivant aussi, pensionnaire. Puis je pensais que j'avais pas besoin d'être là. Parce que j'étais comme guéri, en fait. Quand je suis arrivé ici, le soir, avant que ça commence, ça commençait à tourner un peu dans mon cœur, puis des réflexions aussi.
là, les souvenirs sont arrivés avec cette invitation puis cette participation-là ici. Mais oui, on parle de ce qui s'est passé, mais là, on parle de l'engagement aussi auprès des peuples autochtones. Ça fait plus d'1 an que l'université est dans le processus pour accueillir ce forum et après les 3 jours qu'on vient de vivre, la direction est fière de l'apprentissage qui en découle. Ça regroupe près de 100 universités et quand on a su la réponse favorable à notre candidature, j'en étais extrêmement fier au nom de l'UQAC. Pour moi, ce qui était important, c'est d'avoir un programme qui soit co-construit avec les premiers peuples et c'est ce qu'on a réussi à faire là. Les Autochtones, maintenant, après une longue période où ils se sont sentis exclus, où on s'est senti exclus, on s'est senti incapable de participer à la nouvelle réalité qui avait été imposée par le colonialisme, bien, des événements comme ça permet de changer la donne. Ça permet de dire il y a une présence qui est toujours là, il y a un désir de s'investir dans ces institutions-là et il y a aussi une demande que ces institutions-là se transforment pour mieux refléter les valeurs qui sont ancrées dans le territoire, les valeurs des Premières Nations. On voit de plus en plus nos jeunes qui vont à l'université puis qui reçoivent des diplômes. Il y a une grosse différence, il y a 10 ans, 20 ans de ça. Le changement, il s'est fait il y a quand même quelques années, mais là, c'est de plus en plus concret. Cette 10e édition s'est terminée avec de belles prières et de grands chants autochtones. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Avez-vous profité de la journée pour vous procurer un produit d'ici? C'est la 2e année de la journée. Le 12 juin, j'achète un produit québécois. L'initiative a été lancée par Produits du Québec et Aliments du Québec pour encourager, bien sûr, l'achat local, et ce, partout dans la province. Voici ce que nous ont préparé nos collègues aux 4 coins du Québec. En ce 12 juin, la population est invitée à acheter un produit québécois. De la même manière que pour la journée du 12 août, j'achète un livre québécois. L'idée est d'inciter les gens à participer jusqu'à ce que ça devienne un réflexe d'acheter local. Ce qu'on demande aux gens, c'est acheter un produit québécois, mettre ça en ligne, essayer de convaincre, pour essayer de faire une boucle avec ça, faire un mouvement de masse, puis nous faire penser que c'est important de choisir les produits du Québec. C'est une journée bien importante parce qu'on le sait, c'est difficile pour plusieurs entreprises dans le contexte économique actuel. Alors, si tout un chacun, on peut encourager nos producteurs québécois, eh bien, l'économie va mieux s'emporter. Pour les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui à Sherbrooke, cette initiative est plutôt méconnue, mais ils ont à cœur d'encourager les commerces de chez nous. C'est sûr, d'acheter local, c'est tout le temps mieux. Là. Ouais. Mais je n'ai pas... Pas parce que c'est la date, là, mais en général, je pense que c'est une bonne chose d'acheter local. Ouais. Trouvez que c'est important d'acheter localement? Oui, bien sûr. C'est très important pour toutes les sociétés. Oui, bien sûr. Oui. Pourquoi c'est important d'encourager justement les commerces locaux? Essentiellement, c'est l'humain. C'est la personne qui travaille, qui a fait pousser le truc ou qui a fait le lait, il a traité les vaches. Bien, cette personne-là, elle va nourrir sa famille, et ainsi de suite. Fait que c'est une communauté. On repasse toujours par l'humain, puis ça fait une communauté qui est saine. Prendre action en achetant un produit québécois, un produit local, c'est certes l'occasion d'encourager un commerce de votre région, mais c'est aussi l'occasion de favoriser l'ensemble d'une économie qui tourne autour de ces 10 commerces. C'est ce que m'expliquait la propriétaire de la micro-laiterie Riverain-du-Lac qui m'a invité pendant sa préparation de gelato. Quelqu'un qui dépense 1 $ en produits québécois, il y a 66 sous en moyenne qui revient dans la population. Tandis que si tu achètes un produit importé, ben c'est juste 11 sous du dollar qui revient. En soutenant une micro-laiterie comme la nôtre, ben ça soutient aussi le travail des producteurs autour. Fait que ça fait vivre tout le village. Je dis pas juste d'encourager le local, c'est juste d'investir dans le local. Même si c'est la journée du 12 juin qui est attitrée comme la journée où acheter un produit québécois, il ne sera jamais trop tard pour encourager nos commerçants locaux. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau. À Mauricie, Éric Dufresne. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre, une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager. Je vous invite à m'écrire par courriel à l'adresse que vous voyez à l'écran. Allez aussi faire un tour sur notre site web nouveau.info. Bonsoir, Raphaël.
Bonsoir, Marie-Claude. Alors, c'est parti pour les 37e Franco de Montréal. Et c'est Marie-Mé qui lançait les Franco. J'ai eu le bonheur de la rencontrer juste avant qu'elle monte sur scène. Et invitée spéciale pour Marie-Mé sur sa scène ce soir, elle était accompagnée de son filleul à la guitare. Qu'est-ce que ça représente pour elle d'avoir son filleul à ses côtés sur scène? Voici ce qu'elle avait à dire. Je suis tellement fière, Colin. Tu sais, la musique chez nous, ça se passe vraiment de génération en génération. Puis de voir que mon filleul a autant cette flamme-là à l'intérieur de lui. Tu sais. Puis c'est un multi-instrumentiste. Là, fait qu'il joue de la guitare, du piano, de la basse. Ce soir, il joue de la basse. Mais ouais, de voir que c'est avec la même ferveur aussi. Pour lui, c'est comme une obsession. Il aime la musique, il en mange, ça bout dans ses veines. Ce que Marie-Mé a présenté comme spectacle ce soir, c'est un spectacle que vous pourrez voir un peu partout dans la province en festival cet été. Comment elle choisit ses chansons après cet album? Comment on choisit, comment on bâtit son setlist? Voici ce qu'elle avait à dire. Bien, en fait, ça prend des tunes que les gens connaissent. C'est comme, je mets mon ego de côté un peu, là, puis je veux donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Fait qu'on y va avec tous les gros classiques. On veut que ça bouge beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de ballades, mais on met toute la gomme sur les gros classiques. Puis à travers ça, je me fais plaisir aussi, puis j'en mets des nouvelles, mais je les mets en parcimonie, là. Mais c'est un show de medley. Fait que, parce que j'aurais pas pu faire toutes mes tunes non plus. Et d'ailleurs, elle aura de nouvelles chansons en septembre, chansons country, c'est ce qu'elle nous a annoncé également. Il y a beaucoup de choix dans son répertoire. Il y a bien des affaires. Autre beau festival qui vaut le déplacement, l'événement Coué à la rencontre des peuples autochtones. Pour rencontrer justement les 11 nations, les 11 peuples autochtones, les découvrir. Donc, ça se passe au parc Jean-Béliveau à Québec. C'est toute la fin de semaine. Et vous pouvez apprendre à les découvrir avec des spectacles, des conférences, mais aussi des ateliers. Donc, confection de mocassins, de poupées de maïs, de bâtons de rêve. Donc, vraiment, c'est une immersion vraiment pour s'imprégner de la culture autochtone. Il y a des spectacles aussi dans l'Est du Québec. C'est en fin de semaine, c'est le Music Fest de Rivière-du-Loup. On conclut ces 3 jours de musique demain avec le spectacle de Kevin Parent, Classe Moyenne et également Simple Plan. Imaginez-le entendre I'm Just a Kid live. And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that's not fair. Nobody cares. C'est sûr que c'est bon. On aime ça. Ça se conclut demain dans l'Est du Québec. Alors, on sort en fin de semaine. Merci beaucoup, Raphaël. Bonne fin de semaine. Marie-Philippe Poulin était de passage dans sa ville natale à Beauceville avec la Coupe Walter. Pour l'occasion, elle a décidé de baptiser le trophée d'une poutine qu'elle a mangée directement dans la coupe. Regardez ces images. Alors, vraiment un beau moment pour la joueuse de la Victoire de Montréal et surtout les partisans de Beauceville, sa ville natale. Alors, je vous rappelle, il y a un petit point de presse de Fadi Daguerre, chef du SPVM, à suivre sur nouveau.info. Bonne soirée.